Construit entre 1964 et 1967, l'élégant pont La Violette permet à l'autoroute 55 de franchir le fleuve Saint-Laurent et sa voie navigable à la hauteur de la ville de Trois-Rivières, située au cœur du Québec. D'une longueur de 2707 mètres, le pont La Violette se compose principalement d'une charpente d'acier supportant un tablier de poutres d'acier et de dalles en béton armé. Sa travée centrale enjambe le chenal de navigation et a une portée de 335 mètres. Elle est formée d'une arche attirant métallique à laquelle est suspendu le tablier, lequel permet la circulation sur 4 voies. Les 4 travées de part et d'autre de la travée centrale sont des fermes avec tablier au niveau inférieur. La superstructure prend ses assises sur des portiques formés de 2 colonnes et d'un chevêtre en béton armé, encastré à la base dans des piliers en béton massif, armés dans leur partie supérieure. Au niveau des fondations, les 4 piliers du centre reposent sur des caissons en béton armé, prenant appui dans une couche de sable graveleux de grande capacité portante. Les autres piliers sont consolidés par des systèmes de pieux enfoncés au refus. Pourtant, un rapport intitulé « Vulnérabilité des ponts dans les eaux canadiennes », publié par la Garde côtière canadienne en 1982, identifiait le pont La Violette comme étant la structure la plus vulnérable aux collisions de navires dans les eaux canadiennes. D'autres études ont analysé les risques encourus par le pont, tenant compte de ses caractéristiques structurales, des caractéristiques de la navigation et des conditions hydrauliques. De plus, ces études établissaient les coûts entraînés par un accident majeur. Ces études arrivèrent à la conclusion que le pont La Violette, dans son état initial, courait le risque d'un accident important une fois par 40 ans. Plus précisément, 6 des 18 piles du pont, les piles identifiées N1, N2, N3, S1, S2 et S3, pourraient être victimes d'une collision de navires dévastatrice. Il faut comparer cette récurrence à celle de 1000 à 2000 ans, considérée comme acceptable par la communauté mondiale d'eugénie. En effet,
Parce que les colonnes soutenant le pont La Violette prennent appui sur des piles relativement étroites, les probabilités sont très grandes que la proue d'un navire, déviant de sa course, heurte la colonne avant que la partie submergée de ce navire n'entre en contact avec la pile fondation. Plusieurs solutions possibles pour protéger les piliers du pont La Violette ont été examinées en détail et évaluées au point de vue technique et économique par le ministère des Transports du Québec. Parmi les solutions envisagées, une seule répondait en tout point aux critères de conception formulés au départ pour assurer une protection complète des piliers vulnérables. Construire des îlots en pierre sur lesquels pourrait s'échouer tout navire erratique et susceptible d'entrer en collision avec un pilier. La taille de ces îlots est imposante. Leur largeur est de 26 mètres au sommet et, selon la profondeur de l'eau, de près de 100 mètres au niveau du lit du cours d'eau. Dans le sens longitudinal, leur longueur est d'environ 52 mètres au sommet et de 127 mètres au niveau du lit. La partie supérieure de l'îlot est protégée par une carapace en pierre de granit d'un poids d'1 à 3 tonnes. Cette carapace a pour but de protéger l'ouvrage contre l'action de la houle, du bâtillage et des impacts de la glace. Le cœur de l'îlot est constitué de pierres tout venant. La construction de ces îlots réduisait de façon appréciable la section d'écoulement du fleuve, augmentant la vitesse des courants, ce qui entraînait un problème d'érosion et d'affouillement. Comme solution, il fut décidé de construire un tapis parafouille d'une largeur de 15 mètres autour de chacun des îlots. Avant de pouvoir affirmer que la solution îlot est à peu près la seule offrant une protection complète et pouvant être réalisée dans les conditions du site, le personnel du ministère des Transports du Québec a dû élaborer toute une batterie d'études et relevés différents. Dès lors, ont été entreprises des études sur modèle réduit, ainsi que des études de circulation routière et de circulation maritime. D'autres ont porté sur la structure du pont et le dimensionnement des îlots. De plus, divers relevés ont été effectués pour mener à bien le projet. Relevés de la topographie sous-marine, relevés bathymétriques, relevés géotechniques, hydrauliques, environnementaux, etc. Bien qu'un certain nombre de ces études aient été confiées à de tierces parties, plusieurs ont été réalisées au sein même des différents services d'ingénierie de Transport Québec. Par exemple, l'étude de la fondation, exécutée par le service des sols et chaussées du ministère, conclut que des îlots en pierre pouvaient être construits autour des 4 piliers centraux sans dépasser la capacité portante des fondations et sans produire de tassement inacceptable. L'étude conclut également que de tels massifs ne peuvent être construits autour des piliers N3 et S3, car par friction négative, les piliers seraient surchargés au-delà de leur capacité. Le modèle mathématique, élaboré par l'Institut danois d'hydraulique sous la supervision de la firme Lavalin, avait pour but de déterminer la taille ainsi que la géométrie des îlots et devait tenir compte des 2 contraintes suivantes. Les forces transmises aux piliers devaient demeurer en deçà des forces permises. La pénétration d'un navire dans le massif lors d'une collision ne devait pas permettre à la proue du navire d'atteindre ni le fût ni les colonnes du pilier. C'est ce dernier critère qui s'est avéré le facteur déterminant pour le dimensionnement des massifs. Les essais sur modèle réduit au laboratoire LaSalle ont porté sur 2 types de matériaux, le sable et la pierre. Les résultats ont démontré d'une part que le sable ne devait pas être utilisé à cause des pertes trop importantes qui auraient eu pour effet de polluer l'environnement et possiblement d'affecter le tirant d'eau de la voie de navigation. D'autre part, la technologie envisagée de mise en place du sable était également très compliquée et difficile de réalisation. La pierre est apparue comme le matériau idéal pour réaliser l'ouvrage. Une fois la géométrie générale des ouvrages déterminée,
une étude géotechnique complémentaire a été réalisée afin de vérifier le comportement des ouvrages en fonction des tassements et des possibilités de rupture des massifs. Cette étude a établi la nécessité de construire des remblais contrepoids stabilisateurs autour des fondations des deux piliers centraux. Cette étude a également permis de vérifier l'effet de l'impact des pierres déversées sur le lit d'argile présent à 2 mètres sous la couche de sable constituant le fond du fleuve. C'est ainsi qu'on a fixé une limite au poids maximum d'un déversement de pierres pouvant être largué d'une seule venue. Enfin, une autre étude hydraulique a été conduite pour vérifier l'impact des ouvrages sur les conditions d'écoulement de l'eau et des glaces. Cette étude a permis également de dimensionner la taille des pierres de protection au sommet des îlots. Grâce aux résultats obtenus par ces études et d'autres que nous n'avons pas mentionnés, les travaux de mise en place des îlots ont pu être entrepris. Les matériaux constitutifs des parafouilles et du corps de l'îlot proviennent d'une carrière de pierre située à environ 20 km du chantier. La difficulté principale qu'il a fallu résoudre a été de produire la granulométrie spécifiée pour la pierre. Cette difficulté est maintenant résolue et la production de la carrière se fait d'une façon normale. Le contrôle est effectué par le personnel du Centre régional de transport Québec de Trois-Rivières. La vérification de la granulométrie prévoit un échantillonnage par 8 heures de production en carrière. Afin de permettre le transbordement de la pierre sur les barges, un quai de service et une aire de stockage des matériaux ont été aménagés entre les piliers N4 et N5. La continuité des travaux est ainsi assurée dans le cas où surviendraient des problèmes d'approvisionnement. Puisque les travaux se font sur une voie navigable, des consultations et des ententes ont été faites entre la garde côtière de Transport Canada et l'entrepreneur. Des bouées ont été installées pour délimiter les aires de travail. Une méthode de travail a été mise au point en consultation avec les pilotes pour assurer la sécurité maritime lors des travaux. 3 barges servent au déversement. La première occupe une position fixe sur le site des déversements et sert à positionner les autres barges pour la mise en place des matériaux. Un système de béquilles en assure la stabilité pendant les opérations. Cette barge est équipée d'un système de positionnement et d'un bathymètre qui permet de contrôler en tout temps les opérations de déversement. 2 barges à fond ouvrant, munies de 4 compartiments de 80 tonnes, totalisant 320 tonnes, font la navette entre le quai de service et le site des déversements. Ce système est utilisé pour la mise en place de tous les matériaux qui peuvent être déversés à partir des barges. La limite de poids de largage simultané est de 80 tonnes. Lorsque le tirant d'eau ne permet plus l'approche des barges, une méthode plus conventionnelle de transbordement des matériaux des barges sur les massifs est employée. La mise en place de la carapace se fait en utilisant cette dernière technique. Une importance toute particulière est accordée à la surveillance et au contrôle des méthodes de travail. Notons que les coûts associés à celui-ci représentent 10% des coûts totaux de réalisation du projet. Par exemple,
Les blocs de pierre devant constituer la carapace de chacun des îlots de protection sont identifiés par les responsables du contrôle qualitatif à la carrière, avant même d'être chargés à bord des camions qui les transporteront sur le site du pont La Violette. Les travaux de mise en place des matériaux, quant à eux, sont sous la surveillance de la firme Lavalin. Celle-ci a donc d'abord procédé à l'établissement de la bathymétrie du lit du Saint-Laurent afin de s'assurer qu'elle corresponde à l'état des lieux au moment du début des travaux. Un bateau équipé d'un système de positionnement radio, de bathymètre, d'un micro-ordinateur et d'une table traçante est utilisé pour effectuer ces relevés bathymétriques. Ces équipements sont nécessaires pour enregistrer les différentes données et vérifier en tout temps la mise en place des matériaux. Les informations recueillies sont ensuite traitées et permettent ainsi de vérifier la géométrie des ouvrages réalisés et de corriger au besoin les écarts susceptibles de se produire en cours de réalisation. Le comportement des piliers du pont est suivi tout au long des travaux grâce à une instrumentation appropriée doublée d'un arpentage de précision. Une vérification précise du comportement des piliers du pont est essentielle lors des travaux. En effet, si le comportement des ouvrages s'avérait différent de ceux calculés sur modèle, les conséquences sur leur stabilité pourraient être sérieuses. Les résultats obtenus permettront de modifier en tout temps les méthodes de construction adoptées et de garantir que les tassements se produisent selon les calculs faits préalablement. Des instruments installés sur le pont visent à mesurer les déformations verticales, et ce, à une précision de 5 centièmes de millimètre. Les déformations différentielles, selon les deux axes du pilier, sont mesurées avec une précision d'1 dix-millième de degré. La précision de ces instruments a obligé les opérateurs à connaître le comportement du pont avant même que les travaux ne commencent, afin de bien interpréter les résultats obtenus par la suite. Les calculs de contraintes transmises sous le pilier N1 prévoyaient un tassement de l'ordre de 9 mm. À la fin des travaux, les instruments de mesure ont révélé un tassement de 7 mm, alors que les relevés par arpentage en ont démontré un de 14 mm. On n'a noté aucun basculement significatif. Toutes ces mesures ont été jugées acceptables. Les travaux ont dû être exécutés en 2 étapes. La première phase comprenait la mise en place d'îlots de protection pour les 4 piliers centraux. La deuxième et dernière phase a permis la mise en place des îlots de protection des piliers N3 et S3 en utilisant une disposition différente pour éviter les problèmes qu'entraînerait la friction négative créée par le poids des matériaux sur le sol. La nature même du projet de protection des piliers du pont La Violette, ainsi que les conditions particulières de réalisation et de contrôle des travaux, ont permis le développement de nouvelles techniques et l'acquisition de nouvelles connaissances dans un domaine quasiment intouché jusqu'à présent. Ce projet a été une occasion sans précédent de démontrer le savoir-faire et l'ingéniosité des Québécois aux yeux du monde.